J'imagine qu'avec la promesse de ce live, ça a intéressé du monde. Hein. On va quand même tout simplement découvrir le sens de la vie, de l'univers et du reste. C'est quand même pas rien. La promesse sera tenue, évidemment. Hein. On n'est pas là pour faire des promesses en l'air. On n'est pas dans un parti politique. Donc, effectivement, oui, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, mais quel est le secret du bonheur en regardant ce qui semble être pour moi la meilleure source de réflexion sur le sujet. Une vidéo de McFly et Carlito. Petit point sur McFly et Carlito, puisque vous allez me demander, bah moi je les déteste plus, on va dire. J'ai eu un passage un peu compliqué avec eux. À l'époque, ils bossaient pour Webedia, je crois qu'ils bossaient chez Webedia. Vraiment, c'était pas ma cam. Le côté un peu, comment dire, trop en fait, ça gueule, ça crie, ça fait des roulades. J'arrivais pas à rentrer dans le délire. Donc moi déjà, j'accrochais pas. Puis d'un coup, je vois la vidéo Macron. Là, j'étais là en mode, ouais non mais attendez, c'est quoi ces gars? La vidéo avec Macron a aussi acté la rupture. Bah, je pense que pour beaucoup de gens, ça a été le truc de trop, quoi. Mais manifestement, pour eux aussi, c'est ça qui est intéressant, puisqu'ils sont quand même revenus sur le truc. Ils ont l'air, en tout cas, de regretter d'avoir fait cette vidéo et de s'être laissé embarquer là-dedans. Ils ont reconnu que c'était un plantage, et ça, déjà, j'ai trouvé ça pas mal. Quand je les vois, il y a des choses qui me dérangent, mais en même temps, j'essaye de me réconcilier un peu avec le YouTube game, parce qu'en ayant regardé, par exemple, les vidéos de, comment il s'appelle, là, de MrBeast, je me dis, on a peut-être quand même plutôt de la chance avec le game qu'on a en France. McFly et Carlito, ils invitent Élise Lucet à s'asseoir autour d'une table avec Hugo Décrypte pour parler de journalisme et de médias. Ça me va beaucoup mieux qu'un truc où on fait venir, là j'ai vu passer une vignette de MrBeast, c'était 100 jumeaux qui doivent s'affronter les uns les autres pour gagner 100 000 euros, quoi. J'aime bien en tout cas cette tendance à aller vers le podcast, à aller vers des formats plus lents, à des trucs plus posés, et justement le fait qu'on voit qu'il y a une espèce de séparation qui est en train de se faire par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, avec des formats de plus en plus cuts, de plus en plus épileptiques, avec des images de partout. Voilà, quelqu'un dit je regarde leurs vidéos, c'est vraiment feel good. J'ai vu certaines de leurs dernières vidéos, ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Il y a un côté un peu détente, machin, un peu marrant. Et en même temps, de temps en temps, ils amènent des gens. Enfin là, ils ont fait une vidéo, j'imagine, sur l'écologie. Je n'ai pas regardé, peut-être qu'on la regardera ensemble. Mais j'imagine bien que c'est pas parfait. Mais déjà, ils parlent d'écologie. Déjà, ils amènent le sujet dans leur truc. J'avais vu qu'ils avaient un peu pris la parole contre le RN, des trucs comme ça. Je me disais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je lance la vidéo, on verra bien où ça nous amène. Ça dure 1h49. Nous ne verrons jamais la fin. Mettez-vous ça en tête, c'est très important. Glossab, est-ce que l'ombre de mon visage est sur le pull de David? Ah ouais, c'est vrai que j'adore, mais j'adore ça. C'est à la fois ce qui le rend malheureux et à la fois ce qui le rend si brillant, c'est fou. C'est... Bon, alors là... Waouh. Fin, ouais, fin. Déjà, Cyrus North, premier truc qui me met mal à l'aise, truc que je hais par-dessus tout. Est-ce que vous l'avez ou pas? Est-ce que vous avez vu ce truc qui va me trigger tout de suite? Si on le refait, ça va me rendre fou. Je ne supporte pas les gens qui te touchent en te parlant. On ne touche pas les gens, s'il vous plaît. Le premier geste du gars là qui t'attrape l'épaule et tout en mode hey, on est potes, machin. Ah, je déteste. Ah, je déteste. Il a tout dit. Il a tout dit, c'est clair. C'est précisément ça. Écoute, je crois qu'on pourra pas mieux commencer qu'avec cette phrase sur le bonheur qui parle de Carlito. Merci d'être là déjà. Merci les gars d'être là pour cette nouvelle table ovale. Ça y est, c'est le retour de la table ovale. Déjà, je pense que pour commencer, oui. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui. Je pense qu'il faudrait définir quelle est la différence. Enfin, nos avis en tout cas. Carlito, j'ai envie de lui faire un câlin là. Il me fait pitié. Hein. On voit vraiment qu'il est au bout du bout. Vous avez vu les cernes et tout. Tu sens mais l'épuisement. Hein. Là-dessus, sur quelles sont les différences entre bonheur, plaisir et joie. Je pense personnellement que dans le monde dans lequel on est, notre recherche du bonheur, c'est une recherche du plaisir d'une certaine manière, au sens où notre bonheur, ce que nous considérons comme le bonheur, c'est pas vraiment quelque chose qui est une représentation qui nous est propre. On est dans une représentation du bonheur qui est quelque chose qui est construit collectivement, une représentation, je sais pas comment on pourrait dire, mais partagée, quoi. C'est pas une vérité individuelle, le bonheur, c'est un espace de conformité avec une norme, qui est une norme collective, qui est la norme du néolibéralisme. Et donc on vit dans une société où il y a une domination, celle du capitalisme, quoi, ou du néolibéralisme, appelez ça comme vous voulez, qui a fabriqué un imaginaire du bonheur. C'est les publicités, la télé, le cinéma, quand vous avez une pub pour du café, vous voyez une jeune femme à demi-nue sur une voiture dans un hôtel de luxe, ça vous raconte quelque chose comme ça qui crée un imaginaire du bonheur dans la tête des gens. Et du coup, on a un modèle uniformisé du bonheur qui est tourné autour justement d'une notion de plaisir. C'est-à-dire que c'est acheter la possibilité du plaisir. Finalement, le bonheur, c'est avoir la capacité
d'acheter du plaisir. Je trouve que ça, c'est ce qu'on nous montre au niveau de la société, mais j'ai pas le sentiment que chacun ait vraiment cette vision du bonheur. Là, cette vision, j'en sais rien, mais le moyen du bonheur, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans un système qui nous dit que le bonheur passe par la capacité à posséder quelque chose. Ne serait-ce que la capacité à posséder du temps. Par exemple, on ne dispose pas de notre temps, on est obligé de vendre notre temps pour pouvoir payer notre loyer. Donc l'argent nous dit, oui, mais tu auras du temps pour mener tel projet, pour faire ci, pour faire ça. Donc finalement, enfin, on est quand même dans un rapport qui est un rapport un peu contractuel, quoi, où il y a quelque chose de l'ordre d'une transaction pour acheter notre bonheur et où on est dans une attente. Avant de commencer par définir ces termes, est-ce qu'on peut pas commencer par un truc, et je le poserai à la manière de Stéphane Bern, par une question? Oui, vas-y si tu veux. Comment ça va bien? Je dirais... mais il faut que je note pour que ce soit concret. Bah ouais. Donc je vais dire que je serais vraiment un 5 sur 10. Vraiment. Ok. On a envie de développer Ouais, tout. mais, On fait un petit tour de Ah ouais, table. c'est moi, ça, j'ai déjà envie- en fait, Quelqu'un dit, c'est surtout qu'on doit être heureux par nous-mêmes et pas grâce aux autres, qui est terrifiant. La vision du bonheur sur le modèle actuel, c'est la même que celui des mâles Sigma. Cette individualisation et cette idée qu'on a une responsabilité individuelle à produire notre propre bonheur qui serait décorrélée de toute caractéristique sociale, structurelle, collective, et que finalement, si on est malheureux, c'est qu'on n'a pas assez fait et qu'on va y arriver, il va falloir travailler, il va falloir se remonter les manches, investir dans un psy, des sessions de méditation, des trucs comme ça, etc., mais du sport, mais qu'on va réussir par soi-même à atteindre un espèce d'état d'illumination. Moi, je trouve ça terrifiant, d'autant plus qu'on voit que dans le capitalisme, cette notion de bonheur, elle est corrélée à la notion de succès. C'est qu'on nous dit, accomplissez-vous dans le bonheur, et ce bonheur vous conduira au succès, à la réussite, succès qui vous conduira à plus de bonheur. Il y a un truc là-dedans qui est hyper pervers et qui nous maintient dans un état de domination constant. Il y a une meuf qui s'appelle Eva Illouz qui a écrit un super livre là-dessus qui s'appelle Apicratie. Ça va, c'est pas mal, Apicratie, pour le coup, c'est une bonne ref. Hein. Là, Karl, tu disais, ça me fait chier d'être comme as, etc. Et donc là, tu es dans un jugement de toi qui empire la situation. Tu vois, et c'est pour ça que je te parlais, j'ai dit la double flèche. Parce que tu as une flèche que tu te prends à cause des événements extérieurs, etc., à cause de ce que tu subis et tout, et tu as une flèche que tu te mets toi-même. Donc il a parlé de Illouz qui a écrit son bouquin, la Apicratie, tout ça, machin. Je me suis dit, intéressant, parce que j'ai lu un peu des trucs sur ce bouquin à l'époque quand je préparais ma thèse. Donc je me suis dit, il va justement parler de cette notion du bonheur comme quelque chose de systémique et la manière dont le système nous incite à rechercher le bonheur, tout ça. Et là, en fait, la propale du gars, c'est de dire, non, mais ne t'en veux pas, si tu n'es pas dans le bonheur. Enfin, on dirait qu'il a pas lu le bouquin. Sirius, en fait, il est dans une lecture, en fait, individualisante d'un livre dont le sujet principal, c'est de dire que la notion de bonheur est instrumentalisée au sein de la société de consommation néolibérale. En gros, si vous voulez, dans la société de consommation néolibérale, il y a cette idée que chacun a droit et peut accéder au bonheur s'il en a envie. C'est un truc qui vous dit mais tu peux être heureux. Tu es dans une société où tu en as la possibilité. C'est une rupture avec des modèles précédents. Hein. Voilà, on te fait comprendre que tu aurais été un cerf au Moyen-Âge, tu n'aurais jamais pu atteindre une forme de réussite et d'accomplissement personnel qui t'aurait conduit au bonheur au même niveau qu'un noble. Donc, le néolibéralisme t'offre une promesse, c'est la promesse de l'accomplissement, qui te dit, mais regarde, si tu fais assez, si tu travailles assez, tu peux y arriver. Donc la société néolibérale, on a une forme de bonheur qui nous est vendue, qui est possible pour tous, à la condition, évidemment, de l'accomplir par ton travail, quoi. C'est une responsabilité personnelle dont l'aboutissement, je le disais tout à l'heure, c'est fondamentalement Age of Empires. C'est une question de gestion des ressources. Gère bien tes ressources que tu as à la naissance, fais les bons choix, prends les bonnes décisions, et tu vas voir. Tu vas t'enrichir. Donc, on est dans cette notion du bonheur où le bonheur est lié à la bonne gestion de nos ressources au sein du capitalisme. C'est une pensée qui est terrible. C'est vraiment une pensée fondamentalement méritocratique où il y a cette notion de prise de risque. Si je prends des risques, je vais pouvoir y arriver, nanana. Et l'accomplissement est au bout du chemin. Et là, un peu ce qu'il dit Sirius, c'est un peu ça. Hein. On est toujours dans cette notion de le bonheur est lié à chacun. Chacun doit réussir à accomplir son bonheur comme s'il était un peu une entreprise. Chacun est entrepreneur de soi et doit réussir à accomplir comme ça sa réussite. Tu peux être salarié, être entrepreneur de toi. Ça veut dire bien bosser à l'entreprise, te bien voir par les patrons pour avoir le job supérieur, puis peut-être monter ta propre boîte plus tard. Et cette notion, en fait, elle est horrible. Le bonheur, c'est en gros se penser comme un individu, comme ça, qui doit porter la responsabilité totale
de sa capacité à réussir dans un système qui est faussé, en fait, qui est totalement faux et par défaut non fonctionnel, et dont, en fait, ton malheur, finalement, c'est toujours ta responsabilité, c'est toujours ta faute, et c'est pas grave, en fait, parce que le malheur, c'est ce qu'il est en train de dire Sirius, c'est un pas sur le chemin du bonheur. Si vous me suivez, en fait, dans cette logique capitaliste où le bonheur, il ne s'accomplit que par la consommation, parce que à un moment donné, mon bonheur, c'est de posséder. Hein. Ce qui va mesurer mon bonheur, c'est ma capacité de consommation. Ça peut être de consommer du temps, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir du temps libre. Bah, cette capacité de la consommation, tu n'as pas du temps libre, tu consommes du temps libre parce que tu as de l'argent et tu peux le faire dans l'espace du capitalisme. Tout est renvoyé à l'idée que tout est un choix, et du coup, là-dedans, le malheur est acceptable, parce qu'en fait, ça représente une source d'acceptation, si vous voulez, la quête du bonheur représente une source d'acceptation de mon aliénation. Et dans le malheur, en fait, dans l'échec, ben en fait, c'est pas mal dans cette société du bonheur capitaliste. Parce que l'échec, ça veut dire que tu t'es trompé, mais tu vas rebondir et tu vas remonter sur ton cheval et tu vas atteindre le bonheur. Parce qu'il y a un espoir d'enrichissement futur. Donc, il y a quelque chose qui est toujours possible. Le bonheur est toujours possible dans le futur. Donc le truc de « Ah, mais tu vas pouvoir remonter en selle, cowboy, t'inquiète pas, et tout, machin. En fait, la proposition, c'est de te dire ouais, c'est bien sûr là, tu ne l'as pas, le bonheur, mais tu peux avoir l'espoir du bonheur. Et c'est cette quête et cette attente permanente de l'espoir d'un bonheur futur qui ne s'accomplit jamais, qui te maintient dans un état d'aliénation au final. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est complètement un système d'aliénation, pas la quête du bonheur. Vous avez le droit de vouloir être heureux, mais la proposition du bonheur comme un espèce d'espace qui ne peut s'accomplir que par soi-même, qui est en fait une proposition totalement vide, où on nous dit « mais c'est à vous de porter tout ça sur vos épaules », ça pour moi c'est pas entendable en fait. Hein. Pour moi, le bonheur qui dépend de la consommation, c'est le bonheur tel qu'il est établi par la société capitaliste. On s'y rattache encore, je trouve ça questionnable. En fait, on s'y rattache pas par choix. Et c'est très très dur de s'extraire de ce système et de cette représentation-là. Prenons un exemple d'un truc où c'est très très dur de s'émanciper. C'est comment est-ce que tu t'émancipes de cette représentation du bonheur par la consommation, par exemple. Toutes les propositions qui nous sont faites pour sortir de ça, les trucs qui nous disent vas-y, va faire du yoga, va faire de la méditation, va faire une retraite spirituelle, va faire de la randonnée, ça, c'est une espèce de quête existentielle qu'on nous offre et où on nous dit en permanence vas-y, fais ce travail intérieur, poursuis ce chemin, et après ce travail sur toi, qui est décorrélé de toute responsabilité du monde extérieur, hein, c'est ton travail personnel, ta responsabilité, et ben tu vas pouvoir trouver le bonheur. C'est en fait quelque chose qui te maintient totalement dans un système de consommation. Tu dois acheter ton bonheur, tu dois acheter ton cours de yoga, acheter ton truc de méditation. Tout est une injonction culpabilisante qui te dit que t'es coupable d'être malheureux si t'es malheureux et qu'il n'y a pas de facteur matériel au malheur. Et le pire là-dedans, je trouve le plus vicieux dans ça, c'est que ça te présente une pensée où, en recherchant le bonheur, en fait, tu t'optimises dans ta capacité de production. Parce que je vous rappelle que tu dois être heureux pour réussir. Tu dois être heureux pour être un bon élément de l'entreprise, pour être un bon élément qui fonctionne. Donc, tu viens chercher ce bonheur-là pour réussir à devenir plus productif. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais un travail qui te détruit, hein, parce que le travail au sein du néolibéralisme, il n'est pas du tout pensé pour te protéger en tant qu'humain. Le management, il est complètement inhumain. Il est pensé pour faire de toi un outil, en fait. Un outil de la production. Et en fait, à mesure que le capitalisme te détruit, dans ta vie individuelle, on te dit, mais attends, tu dois mener ta quête. Tu dois mener ta quête. Arrête d'être malheureux. Tu dois aller faire tel truc. Je dis pas qu'il faut pas faire de yoga, de méditation, des choses comme ça. Si vous voulez, faites-le. Mais c'est pas plus quelque chose qui vous conduira au bonheur que de jouer aux jeux vidéo, lire des BD ou faire de la randonnée, quoi, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est un discours qu'on vous raconte où on vous donne une injonction qui est sur ton temps libre, avec l'argent que tu gagnes par le travail qui te détruit, eh bien, essaye de te réparer pour retourner dans la machine qui te détruit après en étant heureux. Et culpabilise de ne pas être heureux si tu n'y arrives pas. Donc c'est horrible cette manière de faire. J'ai des solutions. Hein. Attention, on est là pour trouver le sens de la vie, donc vous vous doutez bien que je vais pas vous laisser comme ça avec juste le bonheur. C'est foutu, vous allez jamais le trouver, il n'y a pas de solution. Bien sûr qu'il y a des solutions, et c'est là, hein, vous êtes à 2 doigts de l'accomplir. Hein. On te dit jamais d'être heureux par les outils du collectivisme ou de la solidarité. Par contre, pourquoi ? Parce que très souvent, ce genre de mouvement amène à la révolution et le capitalisme veut pas ça. Bien sûr, le capitalisme et le néolibéralisme a une production politique du bonheur, de la même manière que les mouvements anarchistes, les mouvements de gauche, militants, etc. proposent une image du bonheur. Et peut-être qu'une des faillites de la gauche actuelle, c'est de pas réussir à contrer
montrer l'espoir qui est vendu par le capitalisme dans son image du bonheur possible. Le capitalisme aujourd'hui nous dit, attendez, il y a une propale, là, elle est super cool, vous allez voir, on en a discuté en réunion, c'est, vous n'êtes peut-être pas heureux, mais vous pourrez l'être. Et ça change tout. En gros, le bonheur est toujours possible. Et là-dedans, en fait, ça rend l'égalitarisme horrible, parce que le mec qui n'est pas heureux, concrètement, la société va pas lui offrir plus, hein. Il va galérer, il va travailler, ça va être de la merde, on va lui prendre son temps, sa vie, tout ça, machin. Mais il a un espace mental de bonheur qui réside dans l'espoir d'être heureux. Vous voyez le truc vicieux du capitalisme ? Peut-être que tu seras riche, peut-être que tu auras du temps, peut-être si tout se passe bien, tu montres une entreprise, tu trouves la bonne idée, c'est la bonne idée. Il y a quelqu'un qui me disait ça la dernière fois, quelqu'un que je connais qui bosse à l'usine, qui me disait non mais il suffit qu'on ait la bonne idée et tu verras, on va s'en sortir. Cette personne, j'arriverai pas à la faire voter à gauche en lui disant mais tu verras, là tu auras plus de tout, tu vas payer moins cher, tu auras plus de temps, tu auras plus de ci, etc. et tout. Parce que en fait en lui disant ça, je lui ôte un truc. Je lui ôte l'espoir. Je lui ôte l'espoir un jour de s'extraire totalement de sa merde en lui proposant concrètement de la sortir de sa merde. Oui, mais le modèle mental, il est plus là. Et là, en fait, c'est là où on voit à quel point le capitalisme est efficace, quoi, d'une certaine manière. Parce que ça nous donne, en fait, cette ambition permanente, ce rêve possible de la réussite. Donc, vous voyez, sur la question du libéralisme, moi, je trouve que c'est extrêmement vicieux parce que cette idée de l'espoir permanent d'être potentiellement heureux alors que c'est quelque chose qui t'enlève la possibilité même de l'être, en fait, ça va non seulement te maintenir toujours dans un ensemble d'oppression, mais en plus, ça va rendre les alternatives toujours en deçà de la promesse. Parce que comme ça reste de l'ordre de la promesse, le capitalisme peut tout offrir. Demain, t'es milliardaire. Demain, potentiellement, t'es milliardaire et tu auras tout. Tu auras tout. Et donc, tu auras le choix. Et comme tu auras le choix, tu pourras être heureux. C'est normal. Pour le moment, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas parce que, écoute, c'est comme ça, pas de chance, hein, c'est con pour toi, mais voilà, t'as pas très bien géré aussi, tu vois. T'as mal géré tes ressources personnelles, puisque je le rappelle, le bonheur, système méritocratique, c'est ta responsabilité. C'est ta gestion des ressources. T'as mal géré les ressources. Donc, t'as mal géré dans le capitalisme, donc t'as moins le droit au bonheur que les autres. Mais demain, ça peut se faire, quoi. La promesse du libéralisme, il joue sur notre espérance. C'est pour ça qu'à gauche, on a récupéré cette espérance, car c'est une puissance de transformation de la société. Et surtout, on ne pourra jamais vaincre la croyance et les croyances dans le libéralisme sans être en capacité de proposer quelque chose qui soit à la hauteur de l'espoir proposé par le néolibéralisme. Nous, on voit toujours le négatif du néolibéralisme, mais si autant de gens y croient, si autant de gens votent comme ça pour des vieux riches milliardaires qui font que détruire le droit du travail et ne jamais tenir leurs promesses, c'est bien qu'il y a quelque chose là-dedans. Et ben, il y a quelque chose qui est la possibilité de s'accomplir ailleurs. On rappelle un témoignage qui disait que les pauvres aux USA ne se voyaient pas comme pauvres, mais comme des riches en puissance, et ce en quoi ça empêchait de vouloir changer les choses. Ouais, et ça, il y a plusieurs études qui le démontrent, je les ai plus en tête, mais que vraiment, chez des personnes qui peuvent être dans des milieux ouvriers très pauvres, au RSA, il y a cette manière de se percevoir comme un futur quelqu'un qui va réussir bientôt. Et ça, d'ailleurs, il y a un storytelling qui s'est installé ces dernières années dans le néolibéralisme aussi, cette manière de se présenter, de se raconter, d'être toujours un petit peu dans voilà, moi je suis ça, mais vous allez voir bientôt, je lance ma boîte, je vais réussir, ouais, j'ai un projet, hop, t'as ton projet d'entreprise en tête, je vais investir dans ci, dans ça, je mets de l'argent de côté. Tu n'es pas à l'état où tu es actuellement, tu n'y es pas réellement. Tu es le futur quelque chose. Tu es en train de devenir quelque chose. Oui, c'est ça, un peu l'esprit fake it until you make it, mais ça va au-dessus de là. Au-dessus de ça, c'est vraiment un truc où je trouve dans la société dans laquelle on est, tout le monde doit arriver aujourd'hui en ayant une espèce d'histoire à raconter où il est un peu un héros. Ça, tu le vois très bien quand tu vis aux États-Unis. Aux États-Unis, moi, quand je travaillais là-bas, tu vois que chacun arrive en ayant une narration et une histoire précise et qui corrige un petit peu au fur et à mesure de leur vie pour expliquer pourquoi ils en sont où ils en sont et pourquoi c'est extraordinaire et pourquoi ils sont des gens vraiment waouh, vous en revenez pas d'avoir cette personne-là avec vous dans la pièce. Et les gens, dès qu'ils vous parlent, ils sont là et ils se présentent. Et c'est vraiment comme s'ils se présentaient, je sais pas comment dire, mais à un entretien d'embauche, et ils sont là à se vendre et ils sont personal branding. Je crois que c'est ça le mot qu'on utilise pour parler de ce genre de manière de faire. Et c'est vraiment, voilà, moi, je suis ma propre marque. Ça revient à cette idée d'entrepreneur de soi dont je parlais tout à l'heure, quoi. On est une entreprise et on doit se fructifier. Donc pour ça, faut se vendre, faut réussir à montrer qu'on est le meilleur et on raconte une histoire dans laquelle on est à ça de la réussite et à ça du succès, mais on n'y est jamais. En fait, le vrai truc qu'il faut comprendre, et même les gens qui nous écoutent, c'est que t'as le droit d'être pas bien, peu importe
ton niveau, on va dire, de vie, les événements extérieurs. T'as le droit de pas être bien comme ça, et t'as le droit d'être bien aussi. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter ce truc-là, et en fait, faut commencer à sortir du jugement. Et pourquoi, en fait, ça? Parce que c'est la seule façon de le régler. C'est pas tellement pour une image sociale ou pour un truc, genre on a le droit, bon ok. C'est juste que tant que t'as pas accédé à ce truc-là, à te dire les choses pour toi-même, tu ne te donnes pas les moyens de le régler. Et donc, ça n'avance pas, la situation, elle est tout simplement bloquée, quoi. Tu ne te donnes pas les moyens de le régler. Tant que tu n'as pas conscience de nana, vous êtes totalement là dans cette idée de l'entrepreneuriat de soi. C'est toi qui dois faire que. C'est pas tu ne peux pas prendre soin de toi parce que tu n'as pas les moyens de le faire dans une société où tout est payant et tout est une transaction économique. Et tu ne te donnes pas les moyens. Donne-toi les moyens, fais un effort. C'est tout le monde. Tu vois exactement de d'où tu es responsable de ton malheur. Go organiser une table ovale sur le capitalisme avec McFly et Carlito. Vraiment, si vous voulez qu'on ait cette petite conversation tous ensemble autour d'une table ronde pour discuter du capitalisme et des déterminismes sociaux dans la production de nos imaginaires et pourquoi finalement ça nous condamne à souffrir même pour les gens qui réussissent. Bah écoutez, je suis prêt à venir, Je lance des appels à McFly et Carlito qui vont bien sûr passer sous ma vidéo, c'est évident. Le militantisme, ça aide pas à être heureux, ça aide même un peu au burn-out. Bah justement, moi je pense qu'il faut réinventer le militantisme pour que ça devienne un espace où on arrive à être heureux et que ce soit pas quelque chose qui nous coûte. Parce que tant que ce sera quelque chose qui nous coûte, je vois pas comment on espère convaincre les gens de nous rejoindre, quoi. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur le fait de prendre les wins, sur le fait de réfléchir à faire du militantisme de manière plus positive. C'est important, quoi. Parce que je pense que sinon on peut pas tenir, hein. Moi, quand je vais middle merde, on va appeler ça le middle merde. Je commande Pepe Chicken et je prends le burger le plus piquant et les nuggets les plus vénères. Et je suis là comme ça. Ah, ça me rend un peu triste, mais moi j'ai un peu ce truc de la comfort food et tu vois, je me dis putain, mais c'est horrible en vrai comme truc. Ce truc des fois d'aller vers la bouffe, quoi, c'est de vraiment mais de manger parce que je suis stressé. Je mange parce que je suis stressé, mais je pense que moi j'ai des TCA de ouf, tu vois. J'ai grandi dans le milieu du sport, j'ai passé toute ma vie là-dedans. Ben ça fait que mon rapport au corps il sera marqué par ça. Donc je peux pas faire comme si du jour au lendemain je vais arrêter de me sentir mal à l'aise dès que j'arrête de faire pas de sport, dès que j'ai l'impression que je mange trop, et en même temps je sais que c'est un TCA, je sais que c'est malsain et tout ça. La bonne manière de faire, c'est pas non plus d'essayer de nier toute ma socialisation et tous les apprentissages que j'ai pu avoir dans ma jeunesse. C'est simplement déjà de commencer à les regarder pour ce qu'ils sont. C'est déjà un énorme pas en avant, quoi. Et c'est pas de les regarder du coup d'un point de vue individuel, qui est de dire ah mais t'es une merde, tu manges mal, ah mais tu te culpabilises, t'es nul ou quoi, machin, mais de le regarder comme on a fabriqué en moi ça. On a fabriqué en moi cette culpabilité, on a fabriqué en moi ce malaise, on a fabriqué en moi ce désir de manger. Quand je suis stressé, que je suis pas bien, le fait que la nourriture devient un espace de réconfort, comme on a fabriqué en moi le fait qu'une fois que je l'ai fait, je dois me sentir coupable parce que je suis pas censé manger des trucs gras, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais qui disent mais je comprends pas pourquoi je vais mal. Je comprends pas, j'ai rien de précis, c'est rien passé, comme s'il faudrait un drame, un truc destructeur. Mais c'est la société dans son ensemble qui ne va pas. Donc ne pas aller bien quand on vit dans un système cassé, c'est pas mauvais signe. C'est le signe que, en fait, vous fonctionnez, quoi. Vous fonctionnez dans le monde dans lequel vous êtes. Et justement, vous avez une capacité à regarder le monde. Camus, justement, il disait à propos de l'absurde, la notion d'absurde, qui est en fait un peu ce moment de réalisation où tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Le temps que j'ai, un jour je vais mourir et mon temps là, je suis en train de le sacrifier à une machine qui me fait répéter des tâches comme ça qui sont un non-sens en permanence. Et quand même je répète bien mes tâches et que personne m'emmerde et que ma vie elle est sympathique avec, je sais pas, mon couple, mes amis, etc. Bah, il n'empêche que la machine dans laquelle je suis, elle a pas de sens. Elle n'a pas de sens. C'est déjà un pas de recul de l'aliénation, de voir l'aliénation, en fait. Déjà, être dans ce truc de se dire, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, l'expression métro, boulot, dodo, on y est tous. C'est vraiment ce truc de dire, voilà, bah, je me lève, je vais taffer, je bosse, je rentre, je dors, je recommence, etc., etc. Mais c'est absurde. Et cette absurdité, elle nous dévore, en fait. Et d'ailleurs, c'était la question que posait Camus à propos de l'absurde, c'était de dire, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un espèce de cycle répétitif sans fin, où on a l'impression d'être complètement passif dans la structure. Il en parle dans un petit texte qui s'appelle Le mythe de Sisyphe, où il y a cette phrase très célèbre, il faut imaginer Sisyphe heureux, mais dire en gros, Camus, qu'à partir du moment où on refuse la croyance, donc ça peut être la croyance en plein de choses, ça peut être la croyance en la religion, lui il parle plutôt de la religion, donc se dire il va y avoir un bonheur futur que je vais atteindre au paradis, quoi, la vie après la mort. À partir du moment où on refuse la croyance, on est confronté à l'absurdité de la vie dans le système dans lequel on est. Parce que l'absurde, ça c'est, nous, ça peut être la croyance au bonheur du capitalisme, quoi. C'est refuser la croyance au bonheur du néolibéralisme, ça marche aussi, hein. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Où est le sens?
où est le sens? La croyance nous rend la vie supportable, c'est ce que je disais tout à l'heure. En nous mettant toujours un espèce de bonheur dans un futur inatteignable, on a quand même l'espoir du bonheur. Et ça rend les choses supportables. Ça nous dit, mais ok, le bonheur ne s'accomplira peut-être qu'après la mort. Vous vous rendez compte du délire, quand on te dit, mais après ta mort, ça va aller. Mais ça nous permet de vivre dans l'avenir et d'une certaine manière de rendre le présent supportable. Et à un moment, en fait, quand tu confrontes la notion d'absurde et que tu te dis, mais attends, ma vie, machin, boulot, métro, boulot, dodo, tout ça, en fait, il n'y a pas besoin qu'il t'arrive quelque chose pour ressentir un sentiment de vide et te dire, mais la vie que je vis et la vie que je mène dans le système dans lequel on est, elle n'est pas supportable. C'est trop violent. Et finalement, la croyance au bonheur, dans le néolibéralisme, c'est la même chose que la croyance au paradis dans le catholicisme. C'est la même idée, quoi. C'est à un moment donné, vous avez dans un futur finalement inatteignable le bonheur qui vous attend si vous suivez un certain nombre de contraintes et que vous vivez de la bonne manière, selon des règles qui sont des règles totalement arbitraires. Et la réponse à ça, quelqu'un dit, la réponse à ça, c'est la révolte. Mais on va revenir sur ça après, je pense qu'on trouvera le moyen d'en parler, sinon vous me relancez. Mais la réponse de Camus, du coup, à la question de l'absurde, parce que finalement, la question que pose l'absurde, il le dit clairement, hein, c'est finalement, on finit par se dire, mais si la vie n'a aucun sens, pourquoi la vivre, quoi? Donc ça nous amène à une pensée, presque suicidaire, hein, ce qui est assez brutal. Et la réponse de Camus, c'est de dire non, attention, il faut imaginer Sisyphe heureux, il faut trouver de la révolte, il faut trouver une manière de se révolter. Je trouve que la période Covid a vraiment levé le voile sur la promesse capitaliste du bonheur. Je pense que tous les gens ont un peu leur moment. Il y en a, ça va être le Covid, il y en a, ça va être une élection, il y en a, ça va être des manifs, les gilets jaunes, un truc comme ça. Mais des gens, en général, il y a toujours un moment. Camus dit ça peut t'arriver au détour d'une rue, tu marches dans la rue et d'un coup ça te frappe, quoi. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Il décrit, je sais plus, je crois que il décrit, t'es dans la rue et tu vois un mec dans une cabine téléphonique. Bon, faut que vous ayez connu les cabines téléphoniques, mais imaginez derrière la vitre d'un bar. Voilà, tu vois quelqu'un qui est derrière la vitre d'un bar et tu vois un mec, il est tout seul et il est au téléphone sur son portable et il est en train de parler derrière la vitre d'un bar, mais tu n'entends pas ce qu'il dit. Et du coup, tu vois quelqu'un en train de faire ce qu'il fait. Quelque chose d'ordinaire, en fait, de totalement ordinaire, mais sans avoir vraiment le sens de ce qu'il fait. Tu le vois juste en train de faire quelque chose de machinal, qui est quelque chose que toi-même tu peux avoir fait ou que tu vas refaire dans ta vie, et d'un seul coup, ça te présente l'autre comme si c'était une coquille vide, en train de produire comme ça des gestes de manière totalement mécanique, et tu te vois en lui, et tu vois du coup comme ça l'absence de sens global, quoi. Tu dis, mais quel est le sens de ce que fait cette personne? Finalement, aucun, pas plus que moi, et du coup, c'est vraiment ça. Et quelqu'un dit, il décrit l'absurde comme une expérience qui te frappe, une expérience surpuissante que tu dois vivre en ta chair. Et je pense que ça frappe les gens. Et beaucoup de gens dans les milieux militants sont des gens qui ont été frappés par ça et qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Comment ça peut marcher, quoi? Je viens de lire un commentaire hyper intéressant qui dit, ce qui est intéressant, c'est qu'à droite, il y a pas mal de gens qui font le constat de l'absurde, mais sont incapables d'aller au-delà. Et moi, je pense que ces gens font pas le constat de l'absurde, ils font l'expérience de l'absurde. Ils ressentent un décalage. Ils ressentent que la vie, ça va pas, ils ressentent qu'il n'y a pas ce qu'il faut, et finalement, ils cherchent une solution dans l'individualisme. Justement, il y a un développement personnel de droite, et d'extrême droite, les crypto-bros, les gym-bros, les mecs qui vont à la muscu tout le temps, les mecs qui vont acheter de la crypto, vendre de la crypto, qui pensent qu'ils vont être millionnaires et tout, ils sont dans l'entrepreneuriat de soi, ils sont prisonniers justement de ce narratif individuel. Ce sont exactement les mêmes personnes que les gens qui vont faire des retraites de méditation, du yoga et qui vont payer finalement très cher pour chercher du bien-être et du bonheur. Ce sont des gens qui essayent d'acheter du bonheur dans un système où on leur a toujours dit que c'était la seule solution pour être heureux. Ils pensent le bonheur comme une responsabilité personnelle dont l'aboutissement est lié à leur bonne gestion de leurs ressources économiques, sociales, etc., etc. Et ils se disent, je vais m'accomplir par ça. Donc c'est des gens qui font pas le constat, en fait, de l'absurde. C'est des gens qui vivent l'absurde, ils le ressentent, mais ils sont incapables d'en faire le constat au sens de faire ce pas de retrait qui leur permet de regarder tout ça et de se dire mais non, là c'est en fait mon cours de muscu c'est encore quelque chose d'aliénant, mon truc de crypto-monnaie c'est encore quelque chose d'aliénant. En fait, j'essaye d'acheter du bonheur dans un système et en faisant ça, je me maintiens dans le système et donc tu te fais complètement écraser. Moi, Oui, c'est vrai. Ouais. je me dis, c'est ce que je dis beaucoup aux gens qui se plaignent à chaque fois. Et je suis là, putain, mec, ça vaudrait pas le coup que tu souffres vraiment, pauvre con. Et je te jure que je m'imagine des pays en guerre, des gens qui vont très mal. Donc, je rajoute, enfin, c'est un peu la même chose que je viens de dire, mais vraiment, je me dis, quelle honte, tu vraiment vas souffrir, vraiment, tu vas comprendre ce que c'est, de vraiment souffrir. Et en général, d'ailleurs, en vrai, quand tu prends du recul ou que tu voyages et que tu vois des choses, tu reviens en mode, ouais, ça va. Si je vous dis que lire des bouquins me fait aller mieux, vous allez me juger aussi. Est-ce qu'il vous permet de juger qu'une occupation est moins putassière qu'une autre? Alors, aucune occupation n'est putassière en soi, hein, évidemment, et on ne juge pas les occupations.
C'est-à-dire qu'on n'a pas d'avis sur l'occupation. Je n'ai pas d'avis sur la méditation. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la méditation est utilisée notamment par les entreprises au sein du néolibéralisme comme une forme de management. Il y a des entreprises qui font faire des moments de méditation aux personnes, etc. Le but de ces gens-là, c'est pas de vous faire atteindre le bonheur, hein, c'est de vous amener en fait à devenir plus productive ou plus productif. En fait, on nous incite à avoir un certain nombre de comportements individuels pour optimiser notre capacité de production au sein du néolibéralisme lui-même. On vous incite à vous accomplir comme un agent du système de production. Donc c'est ça que je suis en train de dire. C'est pas que vous n'avez pas le droit d'aimer ce que vous faites. Évidemment que moi aussi, j'ai des choses que j'aime et qui me permettent de continuer. Et je suis pas émancipé du néolibéralisme. Je vous le rappelle, donnez-moi de l'argent, merci. Mais il faut quand même que vous ayez ce truc-là de vous rendre compte qu'il n'y a pas de solution magique. Aujourd'hui, on vend un certain nombre de pratiques comme étant d'une certaine manière des clés qui vont vous permettre d'atteindre le bonheur. Mais non, c'est faux, c'est faux. Vous êtes dans un système inhumain qui traite les gens comme des outils, je le redis parce que c'est la seule manière de le dire. Et cette quête individuelle du bonheur, en fait, c'est une quête qui vous incite à vous réparer de ce que le travail détruit en permanence. Mais c'est pas de l'émancipation, ça. C'est pas de l'émancipation, c'est de la survie. Vous faites ce que vous pouvez en utilisant les moyens que vous pouvez pour survivre. Comme le mec qui va faire de la muscu, il se dit, mais c'est ma manière à moi d'avoir de l'agentivité et d'exister dans le monde dans lequel je suis. Et il a bien raison. Maintenant, attention à ne pas penser que c'est réel, quoi. Donc c'est pas un jugement de valeur. C'est pas un jugement de valeur sur le fait que c'est telle pratique, elle est mieux qu'une autre, celle-là elle est nulle ou pas, quoi. C'est en gros l'occupation que vous avez, ce que vous faites, elle est pas mal. Ça n'a rien de mal. Ce qui est mal, c'est cette injonction individualiste qui vous dit que vous êtes responsable de votre propre bonheur et de votre propre malheur. Ça, c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Si la méditation, ça t'aide, tant mieux, mais il y a un tas d'autres choses qui vont t'aider à relaxer de la même manière. La critique, c'est de nous faire croire qu'une pratique marche mieux que les autres. Ouais, c'est même au-delà de ça. Je trouve que la méditation est devenue un emblème parce que voilà, on l'a vu dans les grandes entreprises, chez les GAFAM en Californie, les moments de méditation chez Google, ce genre de trucs en mode nous on prend soin de nos employés. Non, vous prenez pas soin de vos employés, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu veux prendre soin de tes employés, tu les fais travailler moins, tu les payes plus, tu leur payes la psy et tu les aides à faire la révolution contre le système. Mais sinon non, c'est de la poudre aux yeux, c'est juste c'est un autre système productiviste et c'est tout, quoi. Hein. Avant je commence YouTube et tout, je me disais, putain, si j'avais 1 million d'euros, je serais tellement heureux. Genre, je pourrais m'acheter ça, et mes parents, ils auraient plus de problème. Et puis après, je serais tranquille, ils auraient une maison. Moi aussi, j'aurais une maison et tout, ce serait trop lourd. Et ben, je peux aujourd'hui acheter ce que je veux, des sapes, une voiture. Demain, si je veux, je peux prendre une voiture cash et sans que ça me pose vraiment de problème. Ça fait un peu horrible de parler comme ça d'argent, mais il faut libérer aussi là-dessus. C'est honnête et vrai. Il faut pas. Non, mais ça, vous voyez, c'est super ce qu'il dit, parce que c'est exactement ce que je vous dis. C'est la quête est sans fin. Et intéressant de voir le nombre d'acteurs, d'artistes qui deviennent très riches et qui sont pas heureux. Sont pas du tout heureux de la position dans laquelle ils sont et qui sont dans un truc où ça les met complètement en full dépression parce que en fait ça les amène à complètement confronter l'absurde. D'un coup ils se le prennent dans la gueule, mais alors force 1 milliard, parce que là ils ont réussi, quoi. Ils ont réussi là où la religion ne te permettait pas vraiment d'atteindre le paradis. Le bonheur capitaliste, lui, il t'amène à un moment où oui, si, d'une certaine manière, tu peux y arriver. Tu peux arriver à atteindre le summum de la publicité, quoi. Tu pourras peut-être acheter un yacht un peu plus gros, une plus grande baraque, un manoir et tout, mais tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, tu dis mais c'est pas possible, ça n'a pas de sens, ma vie est vide. Et donc du coup ils sont là, mais ma quête individuelle n'a pas abouti, qu'est-ce que j'ai raté là-dedans et justement c'est ce récit d'être un agent individuel qui doit réussir à accomplir le bonheur qui fait que avec son 1 million d'euros, Joyka il se dit je suis pas vraiment heureux. Et je trouve que c'est hyper important de laisser les riches dire qu'ils sont malheureux, justement, de pas avoir ce discours qu'on a parfois à gauche, de dire ah non mais t'es un millionnaire qui se plaint, mais t'as pas honte et tout. Non, vas-y, laissez-les dire ça, parce que ce que ces gens sont en train de dire, c'est qu'ils sont en train de dire à tout le monde, à tous les travailleurs, etc. et tout, votre espoir est un espoir vide, votre espoir n'amène à rien. Le truc qui vous maintient aujourd'hui sous la coupe du néolibéralisme et qui vous dit reste un agent, un morceau de la machine, accepte ton aliénation, accepte de te soumettre au système, c'est creux, ça va nulle part, et les gens qui ont réussi finalement ils sont malheureux. Donc c'est une manière aussi de dire aux gens, mais peut-être que tu pourrais aller écouter un peu de l'autre côté ce qu'ils proposent, par exemple l'égalité, le fait de, oui, peut-être qu'on sera pas tous millionnaires, mais on aurait tous un peu plus de temps,
d'argent, un peu moins de travail, des meilleures conditions de travail, moins de choses à payer, moins de pression, moins de stress. Donc peut-être un peu plus d'espace pour essayer de trouver un bonheur qui nous serait personnel et qui serait plus justement ce rêve creux de la consommation et du consumérisme. Donc faut laisser chialer les riches, c'est important. Ça paraît paradoxal, mais laissez pleurer les riches, parce que finalement ce qu'ils disent, en fait c'est à quel point notre système est dysfonctionnel et merdique. Et toi Mathieu, qu'est-ce qui fait ton bonheur ? Ah, qu'est-ce qui fait mon bonheur ? Peut-être qu'on va parler de ça, parce qu'après, à un moment, il faudra arrêter le live. Donc, le bonheur. Qu'est-ce qui fait le bonheur ? Bon, moi, je vous explique ma position. J'en ai parlé à propos de mon bouquin, mais quand j'écrivais le premier chapitre de mon bouquin, ça raconte un jour où je me suis fait agresser quand j'habitais à Lyon. Et je me suis fait tabasser et laisser pour mort. Et après ça, en fait, j'ai fait une dépression assez hard. Excusez-moi, je vais parler d'un truc un peu badant et tout, mais comme ça, on va parler concrètement de cette notion du bonheur et tout, et de comment moi je vois la chose. Après, vous en faites comme ce que vous voulez, quoi. C'est mon point de vue, c'est tout. Donc du coup, je me fais tabasser, c'est pour mort. Je fais une dépression assez violente. Surtout qu'en fait, déjà, le tabassage était horrible et ça m'a brisé, mais c'est surtout en fait que c'était l'aboutissement d'un cycle de violence qui a duré toute ma vie. Et je suis arrivé au bout, quoi. Vraiment, ce moment-là, c'est le truc de trop, le truc insupportable, et ça m'a vraiment bousillé. Et du coup, dépression, pensée suicidaire, tout ça, quoi. Et je me suis retrouvé confronté à l'absurde, je pense, à ce moment-là. Je devais avoir 20 ans, quoi, tu vois, et c'est un truc où d'un coup, je me prends le mur, quoi. Tu vois, le mur de l'existence, le sens des choses. T'arrives plus à t'accrocher, quoi, à quoi que ce soit. T'arrives plus à trouver du sens à ce que tu fais, aux petites choses ordinaires. Il y a quelqu'un qui était tout seul, mais le bonheur, c'est l'amour, tout ça. Mais non, même moi, j'étais déjà avec ma femme à l'époque. Je suis avec elle depuis que j'ai 16 ans. On a toujours une relation incroyable et tout, mais même ça suffisait plus, quoi. Je vous raconte, c'est un peu badant, mais vous allez voir, à la fin, c'est une histoire qui finit bien. Donc moi, je suis dans ce mood d'homme, de fou, quoi. Je suis au fond du trou, je suis ultra pauvre, dans une merde pas possible, j'ai aucun avenir. Je suis pas un mec qui va faire réussir ses études, par exemple, à cette époque-là. Je suis un mec qui a eu le bac par hasard, je me suis inscrit à la fac parce que je voulais avoir la bourse pour pouvoir aller à Lyon, là où il y avait ma femme. On vit tous les deux dans un tout petit appartement. Moi, j'ai pas assez pour payer complètement ma part du loyer. J'ai même pas assez pour m'acheter à manger. Donc, je vis un peu à ses dépens aussi. Alors qu'elle est ultra pauvre et tout, mais bon, sa famille l'aide plus que la mienne. Et donc voilà, je suis très, très, très au fond du trou, quoi. Et je vais me confronter justement à cette pensée là de l'absurde. Mais j'ai pas lu Camus à l'époque. Je l'ai lu plus tard. C'est marrant, mais j'ai fait le chemin dans ma tête sans avoir lu Camus, mais j'ai suivi à peu près le même chemin. Et justement, ce truc d'être confronté à mais la vie n'a pas de sens. Le travail n'a pas de sens, réussir, la richesse, machin, tout ce que on me propose comme étant la réussite et le bonheur, même si je suis très précaire, j'ai cette conviction que c'est vide et que c'est creux, parce que j'ai croisé des riches dans ma vie et que j'ai vu que c'était des gens malheureux et que c'était des gens vides et tout. Et je me dis, mais c'est comment on vit là-dedans, comment on vit dans ce monde-là et comment on accepte les choses. Et en fait, donc je me retrouve, voilà, vraiment, c'est le moment où je suis au fond du trou, s'en suivre un nombre incalculable de péripéties où je vais essayer de m'en sortir par un peu tous les moyens et par aussi cette idée de réussir. Je vais me mettre là-dedans, par exemple, essayer de réussir mes études, devenir un bon étudiant, faire du sport, j'arrête de fumer, je suis en mode vas-y, plus de soirée, bosser, machin, un truc de droite, quoi, tu vois, mais parce que dans mon monde, en fait, j'ai rien d'autre à mettre sur la table que ma capacité de travail un peu, quoi. Je donne tout ce que j'ai, et tout ce que j'ai, c'est ma capacité de travail. Donc je vais bosser à la fac, je bosse à côté sur mon temps libre pour avoir un peu d'argent pour qu'on soit un peu moins précaire avec ma femme. J'essaie d'aller faire du sport, j'essaie de reprendre ma vie en moins et tout. Et en fait, je suis confronté à plein de choses. Intérieurement, c'est vraiment un moment, j'aurais besoin d'un suivi psy, mais j'ai pas les moyens, où je vais confronter plein de choses, notamment la question de la croyance au sens religieux. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui croit, mais en même temps, la croyance, elle faisait un peu partie de ma vie, parce qu'il y avait ce truc dans ma famille, sans que les gens soient pratiquants, la religion avait toujours été un peu là, quoi. Et du coup, j'avais ce truc un peu d'une espèce de transaction avec le divin, mais négative. Il y a des gens que ça les émancipe, moi ça me maintenait sous l'eau. Ça me donnait toujours l'impression qu'il y avait justement un ailleurs, quelque chose qui allait s'accomplir dans un espèce de futur improbable, mais qui s'accomplissait jamais. Ça me donnait toujours l'impression que mes malheurs, finalement, ils étaient la conséquence de la décision d'une espèce de divinité. J'aurais pas su dire ce que c'était, hein. C'est un peu bizarre à dire, hein. Je croyais sans croire. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais quand vous avez grandi dans un milieu où la religion existe, mais en même temps, on vous a pas collé au catéchisme, la religion, elle fait un peu partie de votre réalité, et en même temps, vous y croyez pas vraiment.
et vous êtes un peu perdu là-dedans, quoi. C'est pas agnostique, je sais pas comment on pourrait dire déiste, un truc comme ça. Et en fait, à un moment, je vais couper avec ça. Moi, je vais avoir ce truc de dire, en fait, non. En fait, non. Rationnellement, je n'y crois pas. Mais c'est au-delà du rationnel, c'est moralement. Je fais un jour, il y a un truc horrible. Honnêtement, c'est une affaire de pédocriminalité liée à l'église, hein, encore une fois, tu vois, qui arrive. Et en fait, ce jour-là, je sais pas, je me dis, mais comment il pourrait y avoir une divinité, quelque chose de l'ordre de Dieu et tout, qui existe et qui laisse faire des choses pareilles, des choses horribles, etc. Et je suis sûr qu'il y a 25 prêtres qui seraient capables de me répondre. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, non, en fait, si Dieu existe, je suis pas d'accord. De toute façon, si Dieu existe et qu'il m'a laissé vivre la vie que j'ai eue, franchement, si je le crois, c'est pour lui casser la gueule, quoi. Excusez-moi si vous êtes croyant, mais c'est comme ça que je le sens à ce moment-là et que je le vis à ce moment-là. Et ça crée une fracture avec la religion. Ça crée vraiment un truc où je me dis, mais en fait, voilà, là, j'arrête de croire. Donc ça veut dire qu'après la mort, j'arrête de croire que il y a quelque chose ou qu'il y a potentiellement peut-être un paradis et tout. C'était hyper rassurant d'avoir ça. Ça me maintenait dans quelque chose où je me disais, bon, j'en chie là, mais au moins après, quand je serai mort, alors là, ça va être top, tu vois. Là, non, il n'y a plus ça, il y a juste, en fait, quelque chose, d'un coup, c'est le néant. C'est comme ça qu'on me l'avait toujours raconté. C'est si t'es athée, c'est le néant. Et tu crois que tu vas, après la mort, rester éternellement dans le néant. Et en fait, en arrêtant de croire, moi, c'est pas du tout comme ça que je ressens le truc. Et au moment en fait, où cette rupture, elle se crée, ça m'a créé un truc en moi, mais qui m'a, en fait, d'une certaine manière, qui m'a donné vachement de liberté, d'une certaine manière, au départ. Parce que d'un coup, je me suis rendu compte que j'arrêtais de vivre ma vie dans une transaction permanente, justement, avec l'avenir. J'étais dans un truc où je me suis rendu compte que je vivais toujours un peu dans le l'après. Je veux pas vous faire un truc du présent, à vivre au présent, c'est génial, machin, etc. Mais le fait est que la croyance nous maintient énormément dans cette idée que on sera heureux après. On sera heureux plus tard. Et dans un espèce de truc, on n'est pas capable de regarder ce qu'on a au moment où on l'a, mais pas au sens c'est génial, j'ai très peu, c'est trop bien, machin, etc. Mais simplement au sens de en fait, déjà de le voir, de l'observer. Observer sa propre aliénation, justement, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Observer le monde dans lequel on est au moment où on y est et de se dire, mais en fait, je suis en train de vivre de cette manière-là. Et ce que je suis en train de vivre là, c'est ce que je vis réellement. Je vais pas devenir milliardaire, je vais pas devenir millionnaire, je vais pas vivre le paradis plus tard, etc., etc. Quand tu commences à regarder le monde dans lequel tu vis et que tu commences à le vivre, c'est-à-dire que t'es là, tu te lèves le matin, à 6h, tu vas taffer, à l'époque je taffais à Vitrolles, tu prends le bus, tu fais les bouchons, tu vas bosser, tu rentres de Vitrolles, tu vas dans un état de fatigue et d'épuisement pas possible à la fac, t'essayes de bosser tes cours, machin, en espérant obtenir un diplôme qui n'a aucune valeur, du point de vue de tout le monde, hein, anthropologie, tu sais pas pourquoi tu l'as fait. Vitrolles, c'est pas marrant, ouais, les gens qui savent. Et il y a un truc comme ça, et d'un coup, tu vois l'aliénation. Et quand t'es plus dans l'attente comme ça d'une espèce de perspective où il va y avoir une récompense, si je travaille dur, mon ange gardien va m'aider, ou si je travaille dur, le capitalisme va me récompenser. C'est pareil un peu, quoi, si vous voyez. Et en fait, le moment où t'es dans cette dynamique, et où d'un coup tu le regardes, le truc et tout, en fait, ça te permet de commencer à être en colère. Il y a un truc qui s'est passé, moi, pendant des années, j'étais plus en colère. Pourtant, j'ai vécu de la merde et tout, et quand j'étais ado, j'étais assez vénère comme gamin. J'étais pas politisé, mais j'étais vénère. Et d'un coup, en fait, ça a commencé à me mettre vraiment en colère. J'ai commencé à me dire, mais c'est quoi ce monde de merde ? C'est quoi ce truc-là ? C'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi moi, par exemple, moi je bossais, ma femme aussi elle bossait, elle travaillait. Un jour, ma femme elle va pour rendre je sais plus quel examen, alors qu'elle bossait à côté et en fait le prof, en gros, il l'avait sanctionné parce qu'elle travaillait. Comme elle avait été absente à un certain nombre de cours, il l'avait sanctionné, il lui avait enlevé des points. Enlever des points, pourquoi ? Parce que t'es trop pauvre pour pouvoir te payer ton appart sans bosser à côté. Et là, d'un coup, tu vois, il y a un truc tu commences à dire, mais non, ça va pas. Ça va pas. Et en fait, au lieu d'un sentiment de dépression, d'écrasement, comme j'avais toujours senti, justement, cet absurde dans le capitalisme, ce truc, tu vois, mais ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens et tout, machin et tout. D'un coup, tu vois, la colère, ça réveille un truc. Ça réveille la révolte, ce que Camus appelle la révolte. Du coup, je vais vous l'expliquer avec les mots de Camus parce qu'il l'a mieux dit que moi. Mais à ce moment-là, moi, je le comprenais pas. C'est un sentiment de colère, de rage. Et d'un coup, en fait, le système, ouais, dans un sens, t'es dedans et il t'oppresse parce que tu peux pas t'en émanciper totalement. Mais comme t'es vénère et que tu commences à résister et à lutter contre, tu trouves un sens. Les choses, elles commencent à avoir un sens. Là où elles avaient zéro sens au départ parce que t'étais toujours en tractation avec un avenir bizarre et flou, là, d'un coup, ça devient une espèce de lutte, quoi. Ce qu'explique Camus, en gros, c'est que cet espoir du bonheur qui nous maintient toujours dans le futur, cet espoir du paradis ou un truc comme ça,
La réponse à ça, c'est se révolter. C'est la phrase de Camus, je l'avais écrit, celle-là, j'avais prévu mon coup, mais j'avais écrit il a écrit l'homme refuse le monde tel qu'il est, sans accepter de lui échapper. Par exemple, moi j'avais ce truc du ah ouais, mais un jour moi je quitterai la société, j'irai vivre dans un camion, j'en aurais rien à foutre, nanana, machin. Et arrivé à un certain moment, je me suis rendu compte, mais en fait, je continuerai à être totalement dans le système, totalement dans les mêmes dynamiques d'oppression, et je vivrai toujours dans la même chose, quoi. Je ne m'émanciperai pas en suivant ce chemin-là. C'est pas un chemin d'émancipation, parce que le chemin d'émancipation, c'est de refuser le monde et de le lutter contre, quoi. Et c'est pas lutter contre le monde d'aller faire son tour de camion, de fuir pendant un temps et puis finalement d'y retomber. Je connais trop de gens qui l'ont fait pour y croire, quoi. Hein. Et donc du coup, la proposition de la révolte, c'est en gros, tu refuses la croyance, tu refuses le faux espoir du capitalisme qui est cet espoir creux qui te dit vas-y, plus tard. Vas-y, il y aura quelque chose maintenant, etc. Et t'affrontes la vie, quoi. Tu dis, mais c'est pas une bagarre au sens viriliste, tu vois, c'est juste un moment, tu prends la vie, tu la regardes et tu l'observes, quoi. T'es Sisyphe qui pousse le caillou, mais tu sais que tu pousses le caillou. T'es pas là, je vais pousser le caillou en haut et ça va s'arrêter, machin, etc. Tu sais que tu pousses le caillou et tu essayes, en fait, de refuser l'existence passive et machinale du truc, quoi. J'insiste, c'est pas, tu quittes ton travail, tu fais le tour du monde et tout, ça, c'est une crise de la quarantaine, c'est pas de la révolte, quoi. Hein. En gros, tu sais que tu peux pas sortir de l'aliénation du système, mais tu essayes de toutes tes forces de construire des espaces de résistance au sein de l'aliénation. Tu essayes de réinventer le monde dans lequel tu es, quoi. Je sais pas si ça a fait sens ce que je vous dis, j'ai l'impression de partir super loin et tout, hein, donc n'hésitez pas à m'arrêter, quoi. Hein. Je suis pas philosophe, j'ai peut-être rien compris à Camus, n'hésitez pas à si vous n'êtes pas d'accord. Mais pour moi, en fait, là-dedans, c'est là où j'ai commencé à trouver de la liberté, c'est pour ça que je fais le métier que je fais, c'est pour ça que j'ai commencé à orienter tout mon travail dans une espèce de logique de lutte, en fait. C'était... mais je vais foutre la merde. Moi, j'avais ce truc en moi de me dire, mais que ce soit en master, que ce soit en thèse, etc. et tout, je vais foutre la merde. Je suis pas d'accord. Et partout où je suis passé, du coup, je peux vous dire que quand t'arrives avec cette intention-là, ça fout un bordel pas possible. Pas parce que ce que tu dis, c'est si révolutionnaire, pas parce que... Mais parce qu'en fait, le simple fait qu'il y ait une personne qui soit assise à la table qui disent que, ouais, je suis là parce que je dois jouer le jeu, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec l'existence du jeu. En fait, ça met la réalité aux yeux de tout le monde d'une certaine manière. Donc en gros, si vous voulez, la révolte, d'une certaine manière, c'est bizarre à dire, c'est se libérer de l'aliénation en acceptant qu'on va échouer. C'est une espèce d'ambition de se dire, je vis dans un système aliénant, non, je le refuse, je vais lutter contre, et en même temps, je ne mets pas mon bonheur dans le moment où j'aurai accompli la tâche. Et c'est là où moi je vous dis, dans les milieux militants, à gauche et tout, on a de la liberté à trouver dans ce qu'on fait. C'est pas dans le futur, c'est pas quand on aura fait tomber le capitalisme, quand il y aura eu la révolution, machin, etc. Moi, j'ai toujours du mal avec les révolutionnaires. Les révolutionnaires me dérangent parce que c'est des gens, de toute façon, ils sont déjà en train de ranger le monde qu'on n'a pas commencé à foutre le bordel. Venez, on commence par mettre le bordel. On commence par se dire, mais là, dans l'endroit où je suis, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour simplement refuser l'aliénation du monde dans lequel je suis? Ça peut être des petites choses. C'est dans la lutte contre le système que les choses prennent leur sens. Et pas dans la perspective d'un accomplissement futur. C'est en fait, dans le fait de résister, tu trouves du bonheur. Moi, c'est comme ça que je vois le monde. Et ça marche vraiment. Moi, j'y trouve vraiment du sens. Après, je trouve du bonheur ailleurs. Je trouve du bonheur à des fois être en haut d'une montagne à regarder, genre voir des belles choses. Je trouve que c'est bien aussi. Genre pour moi une belle chose c'est ouais, l'horizon d'une montagne enneigée. Voilà, excusez-moi, c'est mon truc. Tu vois, j'aime les montagnes, j'ai grandi là-bas. Quand je vois une montagne, quand je vois la mer aussi, j'aime bien. Voilà, c'est des trucs, sentiment de plénitude. Mais ça suffit pas. Pour moi, si j'avais que ça, ce serait du tourisme et ça finirait par tourner à vide. Je trouve du sens dans la lutte. Et même si je crois pas que ça va changer le monde à moi tout seul. C'est des trucs un peu perso là que je vous explique. Hein. Je sais pas trop quoi en penser. C'est pas des trucs que j'ai écrits ou quoi dans ma vie. C'est des choses que je vous donne un peu comme ça, une vision des choses qui est un peu la mienne. Et peut-être qu'il m'en manque encore des bouts d'ailleurs. Hein. Les parents m'ont éduqué en me disant tiens, voilà, ce monde il est hostile, mais tu vas voir, c'est amusant d'y vivre. Va et fais ce qui te plaît, aucune règle ne t'est opposable. Et pourtant, on est arrivé en France avec 20 francs en poche, on a commencé de loin, mais jusqu'à ce jour, la vie n'a été qu'un plaisir de combattre. Bref, j'aime bien cette idée de plaisir de combattre. Je dirais pas que tout est toujours amusant, je dirais pas que tout est toujours facile, mais à partir du moment où tu te dis, je lutte face à un système énorme et chaque petite victoire est une victoire extraordinaire, chaque petite chose que je fais est extraordinaire. C'est ce que je reproche par exemple parfois à l'écologie, c'est ce côté ah mon Dieu, mais le monde va s'effondrer, nous n'avons plus le temps, machin, ce chronomètre, et soit on gagne, soit on perd à la fin. En fait, moi je suis là, en fait on est dans la machine, on va faire tout ce qu'on peut, on va donner le meilleur combat qu'on pourra et le résultat sera ce qu'il sera et on fera avec.
et on fera avec. Mais on fera de notre mieux. Mais par contre, moi, je refuse de vivre en permanence dans l'attente d'un espèce d'accomplissement miraculeux où toute la société va être sauvée ou perdue sur un espèce de pari ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça. Je trouve que c'est demander aux gens de sacrifier leur vie à une lutte. Et moi, je ne veux demander à personne de sacrifier quoi que ce soit. Je vous dis, rejoignez-nous, vous verrez, en sortant de l'aliénation par la lutte, par la révolte, par la colère, ben en fait, vous allez trouver de la joie, de l'amitié, de l'amour, vous allez trouver du sens aux choses, vous allez réinvestir votre vie. D'un seul coup, des choses mécaniques et machinales vont prendre un autre sens parce que vous ne serez plus la même personne au moment où vous les ferez. C'est quand même pas rien. Hein. On est principalement des gauchistes doomers. En vrai, ce que tu dis, ça parle à tout le monde ici. Bah, je suis content que ça vous parle. Et justement, moi, je pense qu'être gauchiste, ça devrait pas être synonyme de doomer. Simplement, on doit refabriquer de l'espoir, mais pas dans un futur absurde. Justement, enlever les espoirs vides. C'est substituer à l'espoir vide du capitalisme un espoir qui a du sens, qui soit plus petit, qui se joue sur des plus petites choses, mais qui remplissent une vie, quoi. Quand tu refuses l'espoir vide, tu prends conscience donc de ton aliénation, et tu te rends compte que ton aliénation, elle est collective. Donc ça devient un espace du collectif. C'est profondément collectif de se révolter. Parce que ton destin, tu le partages avec d'autres et qu'on est toutes et tous ensemble en train de confronter quoi, quelque chose de l'ordre d'une machine qui détruit tout, qui dévore tout, qui avale tout. Mais on n'est pas seul. On n'est pas seul. En fait, on est une majorité minoritaire. J'en parle souvent, mais c'est ça. On est plein de petites minorités comme ça qui ne sont collectivement dominées que parce qu'elles croient qu'elles ont une chance de faire partie de la majorité. Et à partir du moment, ça c'est pareil, où tu regardes l'aliénation, et donc ça veut dire que tu acceptes l'absurde, que tu refuses l'espoir de creux du capitalisme, etc., et que tu regardes la machine pour ce qu'elle est, bah tu regardes aussi ce qu'est la majorité. Tu vois que la majorité est complètement creuse, que en fait personne n'y correspond et que personne n'y a sa place. Dans un devenir minoritaire, on a l'impression que la minorité, ça sépare les gens, mais en fait, se rendre compte des oppressions que tu vis, savoir que tu fais partie de, je sais pas, par exemple de la communauté LGBT+, ou quoi, en fait non, tu rencontres des gens. Parce que tu sors justement d'une majorité creuse et vide dans laquelle tu sais que tu n'as pas ta place et où tu passes ton temps à essayer de dissimuler le fait que tu n'es pas conforme aux règles de la majorité pour enfin avoir un espace où tu peux essayer d'exister et d'être d'une autre manière. C'est comme si ça redonnait à ton corps de la texture, quoi. Comme si le capitalisme nous effaçait, faisait de nous des fantômes qui doivent disparaître et qui doivent surtout ne pas vivre au moment où ils vivent parce que tout se passe dans l'attente de plus tard et surtout ne montre pas que tu n'es pas conforme au système. Et en fait, dans la lutte, dans la révolte, moi je trouve que tu retrouves de la texture par les autres. Voilà, bon, c'est ma take sur comment je suis heureux, ça passe un peu par ces choses-là. Dans une période où je me sens prends l'absurde de plein fouet, ça me fait du bien d'entendre ça. Je suis très content, Spinja, mais c'est pas grave en fait de ressentir l'absurde, c'est plutôt bon signe. Et que vous regardez le monde comme il est, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas grave de se sentir mal dans le monde dans lequel on est. Maintenant, ne pensez pas que tout est de votre fait, que c'est à vous de fabriquer du bonheur par un espèce de système magique, etc. et tout. Mais peut-être commencer justement par vous révolter. Et puis à un moment, se dire que voilà, on va mourir, que le système, on n'aura peut-être pas changé, etc. Ça veut pas dire que ce qu'on fait, c'est nul et sans valeur. C'est l'inverse, c'est la pensée du capitalisme, la pensée de la croyance qui nous dit en permanence que ce qu'on fait n'a pas de valeur parce que c'est plus tard que les choses auront de la valeur. Au contraire, une fois qu'on a accepté le monde tel qu'il est, on accepte aussi que tout ce qu'on fait est d'une certaine manière unique et extraordinaire. Une fois que tu regardes le monde avec ces yeux-là, tu te rends compte que le réverbère, le petit lever de soleil que tu vois un jour comme ça sur une ville un peu moche, c'est quand même quelque chose d'incroyable et que tu ne reverras pas. Et les petites actions que tu fais, les petites luttes, les petites victoires que tu as, en fait, c'est les plus grandes luttes et les plus grandes victoires qu'il y a parce que l'univers, en fait, il se résume à votre regard. Il est intérieur, il vous est intérieur. Votre monde intérieur, il s'accomplit aussi dans ces petites choses-là. Et donc, tout ce que vous faites est extraordinaire aussi. Et c'est pas rien quand même. Moi, je trouve que c'est pas rien de ressentir ça. Hein. Comment ressentir le monde, on n'y réfléchit peut-être pas assez. En tout cas, beaucoup de gens à gauche, dans les milieux de gauche, très militants à l'ancienne, un peu marxistes et tout, croient que dire aux gens ouais, il y aura la révolution et tout le monde sera heureux après, ça marche. Pour les gens, on est l'équivalent des témoins de Jéhovah hein, quand on débarque avec ce genre de discours. Hein. Ils nous regardent en mode mais de quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Je pense que justement, il y a moyen de parler aux gens autrement. Il y a moyen de dire aux gens, mais voilà, regarde, est-ce que finalement l'espoir qu'on te vend là, il n'est pas totalement vide ? Est-ce que tu vois, regarde ces riches là qui sont tous malheureux, c'est quand même pas terrible. Est-ce que tu crois pas qu'on peut créer du bonheur ailleurs ? Dans le collectif, dans le fait de se rapprocher des gens, est-ce que tu te sens pas ultra seul ?
Tu vois, moi, je trouve que le collectif de gauche, il a ce truc incroyable, quoi, tu vois, de dire, mais waouh, tu re-rencontres des gens, et pour une fois, des gens avec qui tu as le droit d'exister dans tes particularismes, dans tes souffrances, dans tes parcours, où tu n'es plus obligé de te dissimuler pour prétendre être un être parfaitement fonctionnel, efficace, qui ne doit jamais montrer la moindre faiblesse, parce que sinon, il sera dévoré dans la course à la réussite. Donc voilà, bon, je ne sais pas si c'est fait sens, c'est un peu embrouillé même pour moi, hein, je vais être honnête, hein, c'est des pensées un peu en l'air. Mais qui m'aide un peu moi à comprendre un peu ce que je fais et notamment par exemple la logique politique de mon travail quoi, parce que moi je me vois comme journaliste, je me vois comme quelqu'un qui est pas plus militant qu'un mec de BFM, hein. À la fin je défends, je veux dire, oui certes j'ai un point de vue subjectif mais aussi, hein, je veux dire, ou CNews, hein, ils sont tous d'extrême droite, ça dérange personne, hein, mais bon c'est comme ça. Et en fait j'ai l'impression, parfois, quand je parle de mon truc, que tout le monde est là en mode « Ah, mais tu te sacrifies, tu te donnes beaucoup, machin, etc. » Et c'est vrai, je veux dire, ce que je fais, c'est pas commun, tu vois. Mais d'un autre côté, moi, je le vis pas comme quelque chose de sacrificiel. Je le vis comme quelque chose qui a du sens. Et je pense que j'avais des virages dans ma vie que j'aurais pu prendre, où j'aurais pu avoir plus de stabilité, peut-être gagner un peu plus d'argent. Bon, quand on est anthropologue, faut pas non plus rêver, hein. Mais voilà, on aurait peut-être trouvé autre chose. Mais dans ce choix que j'ai fait d'aller vers ça, de parler de ça, de me dire je vais utiliser les réseaux sociaux, plutôt que commencer direct à essayer de démarcher des journaux ou faire valoir mes diplômes ou un truc comme ça. Moi, je trouve du sens dans ce que je fais, quoi. Et dans un sens, ça me rend heureux. Et je trouve je me sens heureux de faire ce que je fais et c'est bien, même si c'est fatigant, même s'il y a de l'aliénation, même s'il y a du stress, des problèmes, des emmerdes et tout. Mais il y a du bonheur aussi et je trouve qu'à gauche, c'est ça, moi, que j'aimerais vendre aux gens. Leur dire, mais en fait, moi, je suis pas en train de vivre un chemin de croix. Et j'aimerais que les gens qui ont envie de s'intéresser à une lutte quelle qu'elle soit, que ce soit l'écologie, l'antiracisme, la lutte contre l'extrême droite, contre le sexisme, la LGBT-phobie, etc., ce soit ça qu'on leur dise. Il y a des trucs cool, il y a des gens cool, on passe des moments cool, et il y a des moments où c'est plus dur, mais soyons honnêtes, dans tout, il y a des moments où c'est plus dur. Mais d'un coup, en tout cas, j'ai pas l'impression d'être juste le pion d'une machine qui m'écrase et qui me détruit. Parce que je sais que je résiste. Et du coup, ça me suffit. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Ben voilà, écoutez, c'est mes takes sur le bonheur. On va pas du tout finir la vidéo de McFly et Carlito. Bah écoutez, un énorme merci à vous toutes et à vous tous, hein. C'était trop bien. Un live, un peu perso. Finalement, on a parlé de plein de choses intéressantes. J'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai bien aimé l'échange. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura aussi permis de réfléchir à des trucs ou de vous sentir un peu mieux si vous étiez un peu en down. Bon, un énorme merci à celles et ceux qui ont sub, merci à celles et ceux qui se sont abonnés, merci pour cet échange, c'était hyper cool. On se retrouve probablement lundi prochain. Désolé de pas avoir pu, de pas pouvoir faire d'autres lives cette semaine. D'ici 2 semaines, on va pouvoir repartir sur une vraie dynamique normale. Pour le moment, ça va être un peu le bazar, mais ça me fait très plaisir que vous soyez toujours là et ça m'envoie beaucoup de force. Et à lundi, ciao!